Bon, bonjour les étudiants. Donc on va continuer ce qu'on a commencé l'autre fois. Je sais très bien qu'il y a parmi vous des francophones, des amis africains sont tous des Africains, mais étant donné qu'ils ne parlent pas l'arabe, qu'ils ne comprennent pas l'arabe, bon, cette vidéo spécialement pour vous et pour vos collègues, que ce soit les arabisants ou bien les francophones. Donc, on s'est arrêté l'autre fois sur, les héritiers qui héritent à fard et tassib sans la possibilité de cumuler les deux qualités, à savoir la fille du fils, la sœur germaine et la sœur consanguine. Je vais plus vite parce que le temps, comme vous voyez, le temps ne le permet pas. On va aborder aujourd'hui le genre ou bien les héritiers qui héritent à fard et tassib avec la possibilité de réunir les deux qualités. Encore une fois, pour nos amis africains, il faut faire la distinction entre les héritiers qui héritent à fard, c'est-à-dire, même si bien le terme il est en arabe, à fard, c'est qu'ils ont une quote-part. Le fard, c'est la quote-part, quand je dis bien fard. Quand je dis bien asib, c'est les héritiers qui héritent après prélèvement de la part des héritiers à fard. Donc, ce sont ce qu'on appelle en français les agnats, mais ils ne sont pas tellement. On ne peut pas traduire le mot asib par les agnats parce que je ne vais pas entrer dans les détails. Les agnats, c'est une autre notion. Et les asib, ce sont les héritiers qui héritent. Par exemple, dans le cas où il y a une veuve, il y a un fils. Donc la veuve prend un huitième, le reste, le reliquat, il est attribué au fils. On appelle celui-là, c'est un héritier asib. Donc, aujourd'hui, on va attaquer, si vous voulez, les héritiers qui héritent à fard et tassib, mais avec la possibilité de cumuler les deux qualités. Il y a deux héritiers, il y en a deux héritiers qui héritent à asib et fard, avec la possibilité de cumuler les deux qualités. Le premier, c'est le père. Le père, qui peut hériter en tant qu'héritier à fard, mais qui hérite aussi en tant qu'héritier à asib. Donc, les droits héréditaires du père sont édictés par le Coran. Contrairement aux droits héréditaires du grand-père. Parce que les fuqaha musulmans ont assimilé le grand-père, au père. Bien que, je le répète encore pour la énième fois, que le père, il évince tous les frères, que ce soit germain, consanguin et terrain, alors que le grand-père n'évince que les frères et terrain. Donc ça, c'est une application, bien sûr, que vous devez apprendre. Le grand-père n'évince, quand je parle d'évince, c'est éviction, c'est l'éviction, hajm. C'est-à-dire l'éviction, il peut évincer, le père évince le grand-père, bien sûr. Le grand-père des premières lignes évince l'arrière-grand-père, et ainsi de suite, en remontant, c'est une règle générale. Si on a par exemple un défunt, et qui laisse un père, le père évince le grand-père. Et à défaut du père et du grand-père, c'est l'arrière-grand-père qui hérite, et ainsi de suite en remontant. La règle joue aussi bien pour l'ascendance, que pour la descendance. Bien sûr, dans la descendance, on a le fils qui évince le petit-fils, et ainsi de suite en descendant. Celui qui est proche du défunt évince l'héritier le plus éloigné du défunt. Aussi bien la règle, quand je venais de vous expliquer, joue aussi bien pour l'ascendance que pour la descendance. Donc les droits héréditaires du père sont édictés par le Coran. Et là, dans le premier cas, il hérite le 1/6 sans aucune autre prétention, s'il est en présence d'un fils, ou d'un fils du fils, du défunt, etc. Ça, vous l'avez, on peut les copier, ça ne nécessite pas beaucoup d'explications. Donc, en présence d'un fils, au fils du fils, fils du fils, du fils, du fils, et ainsi de suite, le père reçoit le 1/6, sans aucune autre prétention. C'est-à-dire qu'il ne peut pas émettre des prétentions pour avoir une autre portion. Non. Il prend le 1/6 et s'en va. Donc c'est clair. Le deuxième cas, il hérite le 1/6
plus le reliquat en présence d'un héritier à fard. Si vous prenez le polycopier devant vous, s'il est en présence d'un descendant, il héritera de 1/6 de la succession sans aucune autre prétention. C'est clair, il est bien détaillé dans le polycopier. Vous n'avez qu'à se référer au polycopier. Il est bien détaillé. Il y a des exemples dans le polycopier. Le deuxième cas, il hérite le 1/6, puis il héritera comme héritier à fard s'il est en présence d'une descendance. C'est-à-dire, il héritera le 1/6, puis il héritera comme un héritier à asib s'il est en présence d'une descendance, ou bien d'une héritière à fard. Deuxième cas, 1/6 plus le reliquat s'il est en présence d'une héritière à fard. Ou bien, précisément, c'est l'héritière, c'est une descendante. Si l'héritière est une descendante, elle prendra le 1/6 plus le reliquat. C'est clair. Quelqu'un qui décède et qui laisse une fille et un grand-père, plutôt un père, le père, la fille reçoit la moitié, le père reçoit le 1/6 plus le reliquat. Il prend le 1/6 plus le reliquat en qualité d'héritière à fard, en qualité, si vous voulez, d'héritier qui hérite à fard et tasib, avec la possibilité de cumuler les deux qualités. Je vous donnerai un autre exemple. Il y a deux filles, un veuve, un père, une mère. Les deux filles touchent les 2/3. Le veuve prend le 1/4. La mère prend le 1/6. On laisse de côté le père pour mieux comprendre. La base de répartition, c'est 12. On a 8 sur 12, 3 sur 12 et 2 sur 12. Donc, j'insiste que dans le cas où il y a une héritière, ou bien une descendante, ou bien deux descendantes au plus, le père prend le 1/6 plus le reliquat. Parce que si vous lui donnez le reliquat dès le départ, il se peut qu'il ne lui reste rien, comme dans le cas qu'on venait d'expliquer. Dans ce cas, les deux filles touchent les 2/3, ça fait 8 sur 12. On a multiplié par 4, ça fait 8 sur 12. Le veuve, 3 sur 12, ça fait déjà 11 sur 12. Plus la mère, 2 sur 12. Donc, si on donne, parfois des idiots donnent le reliquat. Non, il ne faut pas lui donner le reliquat dès le départ. Le 1/6 plus le reliquat. Donc, il ne va pas prendre le reliquat, il va prendre le 1/6, ce qui fait 2 sur 12. Et la base de répartition par la technique de la, comme on a expliqué dans les précédents cours, deviendra 8 plus 2, ça fait 13, 10 plus 3, ça fait 13, plus 2, ça fait 15. Donc la base, mais le dénominateur commun, c'est 15. Ok? Troisième cas, il prendra le reliquat lorsqu'il est en présence des héritières à fard. Par exemple, dans ce cas-là, et admettons qu'il n'y a pas les filles, là c'est un cas particulier, rappelons-le. Je vous laisse le soin de vérifier là, le veuve, le père et la mère. Mais dans un autre cas, lorsqu'il est en présence d'une héritière à fard, par exemple, il se trouve qu'il est
qu'il y a le père, la sœur Germaine et la mère. La sœur Germaine est évincée par qui? Elle est évincée par le père. Évincée. La mère, en présence d'une sœur Germaine, ne va pas affecter sa part, étant donné qu'elle va prendre un tiers, et le reste, elle est attribuée au père. Ça serait une autre chose si lorsqu'il y a une pluralité des sœurs. C'est parce qu'il y a deux sœurs germaines qui sont aussi évincées par le père, mais qui affectent la part de la mère. Au lieu qu'elle prend la moitié, elle prend le 1/6. Comme je vais vous expliquer plusieurs fois que la mère affecte les droits, que les droits de la mère peuvent être affectés par la présence d'une descendante, par la présence des frères, d'une pluralité des frères ou sœurs, héritant effectivement ou exclus. Dans ce cas-là, ils sont exclus, mais malgré qu'ils sont exclus, elle affecte la part de la mère. Au lieu qu'elle prend le 1/3, elle prend le 1/6. Ça veut dire tout simplement que même les sœurs germaines ou les frères, mais il faut absolument qu'il y ait une pluralité, retenue là, très bien, qu'il y ait une pluralité des frères germains ou consanguins, elle évince la mère partiellement. Au lieu qu'elle prenne le 1/3, elle va se contenter simplement de prendre le 1/6. D'accord? Voilà donc les droits héréditaires des pères. Pour les applications, on peut multiplier les applications, mais je pense que vous avez des applications dans le cours, que vous pouvez, si vous voulez, les vérifier, ou bien vous pouvez les étudier à part le biais, si vous voulez, de Polycom. Bon, je peux donner une autre application. Par exemple, il y a un père, il y a un grand-père, il y a un frère germain. Bon, quand vous constatez le père, il évince le grand-père, il n'a rien. Il évince le frère germain, donc lui, il s'approprie de toute la succession. Donc c'est un autre cas que vous pouvez rajouter au cas qu'on venait d'étudier. Il peut prendre toute la masse successorale s'il n'est pas en présence, à défaut d'un descendant, d'une descendante, ou bien d'une héritière affante. Héritière affante, à savoir par exemple la mère ou la veuve. Donc, retenez très bien que le père évince le grand-père, le père évince les frères, germains, consanguins, etc. Le grand-père ne les évince pas. Le grand-père n'évince que les frères itinérants, comme on venait de voir. Bon, on passe maintenant. Ça, vous pouvez l'étudier. Voilà les grandes lignes, parce que je ne donne pas tout, parce que malheureusement, ce n'est pas un cours présentiel. Hein, c'est pas un cours présentiel. J'aurais souhaité que ce soit un cours présentiel, comme ça, interactif, un cours interactif. Vous pouvez me poser vos questions sur le champ, je peux vous répondre, mais malheureusement, vu l'épidémie, vu les circonstances, on est obligé de se contenter de faire des cours à distance. Mais je pense que vous allez comprendre soit par étudier travailler, si vous voulez, le polycom que vous avez, soit par regarder ces vidéos qui vont vous aider, si vous voulez, vous aider à améliorer votre niveau, si vous voulez, on voit successoral. Donc je passe au grand-père. Là, le grand-père, il présente pas mal de difficultés. C'est là où il faut un peu faire très attention. Le grand-père, ses droits ne sont pas édictés par le Coran, comme je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que les fuqaha musulmans l'ont assimilé au père. C'est-à-dire, dans le cas où il n'y a pas le père, c'est le grand-père qui prend sa place. Donc, les trois cas qu'on venait de voir avec le père peuvent s'étendre au grand-père. Le grand-père, il prend le 1/6 sans aucune autre prétention, bien sûr, à défaut du père,
lorsque le grand-père se retrouve avec un descendant, avec un fils du défunt. Le grand-père prend le 1/6 plus le reliquat s'il reste quelque chose avec la présence d'une descendante, comme le père. Le grand-père n'évince pas les frères germains, n'évince pas la sœur germaine, mais il prend la part la plus avantageuse pour lui. Donc, pour ne pas, si vous voulez, pour ne pas perdre de vue, je vais me contenter, si vous voulez, des cas pour le grand-père. Quand vous avez pour les copier, là, pour mieux comprendre, il y a des cas, si le grand-père se retrouve avec les frères germains ou consanguins. Ou. Je souligne bien sûr ou. Parce que se retrouve avec les frères germains et les frères consanguins, là c'est une autre chose. Il faut absolument qu'ils soient avec les frères germains ou consanguins et sans la présence des héritiers affreux. Sans la présence des héritiers affreux. Ça veut dire que le grand-père se retrouve avec soit les frères germains, soit les frères consanguins, mais à défaut, en absence des héritiers affreux. Dans ce cas, il choisira la part la plus avantageuse pour lui. La part la plus avantageuse pour lui. Il a le choix soit entre le 1/3, retenez-le très bien, de toute la masse successorale, ou bien le partage. Le partage avec les frères et sœurs en respectant le privilège de masculinité. Le privilège de masculinité. Donc, essayez de comprendre, s'il vous plaît. Je pense que j'essaie le maximum de vous faciliter la tâche. Je ne peux pas expliquer autrement. Le grand-père se retrouve avec les frères germains ou consanguins sans la présence des héritiers affreux. C'est clair. Sans la présence des héritiers affreux. Donc il aura la situation, ou bien il aura la part la plus avantageuse pour lui, soit le 1/3 de la masse successorale, soit le partage. C'est-à-dire il prend la part la plus bénéfique pour lui. On peut donner des exemples pour mieux comprendre. Je vais effacer ça parce que je n'ai pas le choix. Je le répète, vous allez bien sûr recopier ça, vous aurez le voir dans le polycom. Les frères germains ou consanguins, sans la présence des héritiers affreux. Donc il choisira la part la plus avantageuse pour lui, que ce soit le 1/3 du reliquat, le 1/3 de la masse successorale, ou le partage. Prenons par exemple, il y a un frère germain et un grand-père. Dans ce cas, un exemple plus facile, il aura la part la plus avantageuse pour lui. Donc vous pouvez déjà anticiper que la part la plus avantageuse pour lui, c'est le partage. Parce que s'il va prendre le 1/3, le 1/3 il est bien inférieur à la moitié. Donc, il prend la part la plus avantageuse pour lui. La part la plus avantageuse pour lui, c'est le partage. Donc, il prend la moitié, le frère germain, la moitié. C'est clair. Bien sûr, on a en absence des frères consanguins, et en absence, si vous voulez, des héritiers, ou bien des héritières affreux. Supposons qu'il y a un grand-père et deux frères germains. Pluralité des frères, deux. Et un frère, et un grand-père. Dans ce cas, quelle est la part la plus avantageuse? Le 1/3 ou le partage? C'est la même chose. On partage par 3, parce qu'il y a
deux frères germains, chacun va prendre le 1 tiers, et le grand-père prend le 1 tiers. Ici, il y a deux frères germains, chacun va prendre le 1 tiers. S'il prend le 1 tiers, c'est la même chose. D'accord? Troisième possibilité, s'il y a par exemple trois frères germains, ou leur équivalent en sœurs. Quand je parle des frères germains, il se peut qu'il y a un frère germain, l'équivalent de deux sœurs germains, deux frères germains, l'équivalent de quatre sœurs germains, et ainsi de suite. Donc, le grand-père en présence des trois frères germains, dans ce cas, quelle est la part la plus avantageuse pour lui? Admettons, on va faire le calcul, on va dire le partage. Le partage, 3 plus 1, ça fait 4. Donc, chacun il va prendre le 1 sur 4. Dans l'hypothèse du partage. Ok? Mais, comme vous voyez peut-être, le 1 quart, il est bien inférieur à 1 tiers. Donc, la part la plus avantageuse pour le grand-père, c'est quoi? C'est le 1 tiers. Le reliquat sera redivisé ou bien redistribué aux frères germains. Donc, de tout ça, on peut dégager un principe. On peut dégager un principe. On peut en déduire, ou bien on peut déduire une chose. C'est quoi? C'est lorsque le grand-père se trouve avec avec un frère plutôt, ou son équivalent en sœur, la part la plus avantageuse pour lui, c'est le partage. Je le répète. S'il se retrouve avec un frère germain, ou bien son équivalent en sœur germaine, ça veut dire deux sœurs germaines, la part la plus avantageuse pour lui, c'est le partage. S'il se retrouve avec, grand-père se retrouve avec frère germain, ou leur équivalent en sœur germaine, c'est-à-dire on va se retrouver avec deux frères germains, ou leur équivalent en sœur, ça veut dire quatre sœurs germaines, ou bien un frère et deux sœurs germaines. Dans ce cas, qu'il prend le partage, qu'il procède au partage ou le 1 tiers, c'est la même chose. Deux frères germains et un grand-père, comme je venais de voir dans l'exemple précédent, pour lui qui prend le 1 tiers, où il se partage la même chose, parce qu'il va toucher en tout cas 1 tiers. Mais lorsqu'il se retrouve avec un grand-père et leur équivalent sœur, par exemple un grand-père, un frère germain, deux sœurs germaines, c'est la même chose, que ce soit le partage ou le 1 tiers, c'est la même chose. Mais lorsqu'il y a un grand-père qui se retrouve avec plus que deux frères germains ou leur équivalent en sœur, la part la plus avantageuse pour lui, c'est le 1 tiers. Exemple, un grand-père, trois frères germains. Donc là, il se retrouve avec trois frères germains, un grand-père, c'est-à-dire plus que deux frères germains. Donc pour lui, la part la plus avantageuse pour lui, c'est le 1 tiers. Parce que si on divise, on va diviser sur 4, comme on vient de vous expliquer, prendra le 1 quart. Donc le 1 quart, il est bien inférieur à 1 tiers. Donc la part la plus avantageuse pour lui, c'est le 1 tiers. On peut changer l'exemple. Par exemple, on peut mettre un frère germain et trois sœurs germaines. Et bien dans ce cas, c'est la même chose. Il prend, pas la même chose, excusez-moi, pas la même chose. C'est la même chose comme exactement comme l'exemple qu'on vient de citer. Dans ce cas-là, il va prendre le 1 tiers. Parce que si on procède au partage, il y aura deux parts pour chaque grand-père, deux parts pour le frère germain, et une seule part pour chaque sœur germaine, ça veut dire
4 plus 3, ça fait 7. Donc il va prendre 2 sur 7. Et 2 sur 7, il est inférieur à 1 tiers. Parce qu'on multiplie ici par 3, ça fait 6 sur 21. Ici, on va multiplier par 7, ça fait 7 sur 21. Donc 6 sur 21, il est bien inférieur à 7 sur 21. Donc la page la plus avantageuse pour lui, c'est le 1 tiers. Bon, un exemple, plutôt un principe général, c'est que lorsque le grand-père se retrouve avec un seul frère, ou bien son équivalent en sœur, il va prendre la part la plus avantageuse pour lui, c'est le partage. Lorsqu'il se retrouve avec deux frères germains, ou leur équivalent en sœur, dans ce cas-là, c'est la même chose. C'est identique. Qu'il prend le 1 tiers, ou bien qu'il prend le partage, qu'il prend le partage, c'est la même chose. Mais s'il se retrouve, par exemple, avec 3 frères germains, ou leur équivalent en sœur, dans ce cas-là, il va procéder, ou bien il va toucher le 1 tiers, parce que c'est la part la plus avantageuse pour lui. Bon, il y en a encore un autre cas, où le grand-père a le choix aussi, lorsqu'il se retrouve avec les frères germains ou consanguins, toujours ou consanguins, et lorsqu'il se retrouve avec les héritiers arafantes. Dans l'exemple qu'on vient de voir, il y a en présence des frères germains ou consanguins, mais sans la présence des héritiers arafantes. Dans ce cas-là, il y a la présence des héritiers arafantes. C'est-à-dire, il y a la présence des héritiers arafantes. Dans ce cas-là, il a le choix entre le 1 tiers, mais pas le 1 tiers de la masse successorale comme on venait de voir dans le cas précédent. Non, le 1 tiers du reliquat après prélèvement de la part des héritiers arafantes. Après prélèvement de la part des héritiers arafantes. Dans le cas précédent, on venait de voir qu'il prend le 1 tiers de la masse successorale, de toute la succession. Mais dans ce cas-là, il prend le 1 tiers du reliquat après prélèvement de la part des héritiers arafantes. Parce qu'il est en présence des héritiers arafantes. Et les héritiers arafantes, ou bien les héritiers arafantes, je le rappelle très bien, ils prennent leur part avant la distribution de la masse successorale aux héritiers assim. Donc, soit le partage avec les frères, aux sœurs, soit le 1/6 de toute la succession. De toute la succession. Donc essayez de comprendre s'il vous plaît, et regardez très bien que lorsque le grand-père se retrouve avec les frères germains ou consanguins, j'insiste toujours, je souligne ou, parce qu'il se retrouve avec il y a une différence. Dans ce cas-là, on va tomber sur un cas particulier qui s'appelle Mu'adda. On va essayer de l'expliquer s'il nous reste un peu de temps. Le 1 tiers du reliquat après prélèvement de la part des héritiers arafantes, le partage, le 1/6 de toute la section. Donc il a 3 possibilités. On peut donner des exemples si vous voulez. Les exemples, on peut donner par exemple une veuve, une mère, 2 frères germains et un grand-père. Bon, quelle est la part la plus avantageuse pour lui? Bon, on sait très bien que le principe, c'est que le grand-père touche
soit le 1 sixième de toute la succession, soit le 1 tiers du reliquat après prélèvement de la part des héritiers avant, soit le partage. Bon, bien sûr, on commence à noter, si vous voulez, les héritiers avant. Donc la veuve, là, la veuve, il a le 1 quart. Pourquoi le 1 quart? Parce qu'en absence de descendants, c'est l'occasion de vous rappeler que dans l'examen, il faut absolument argumenter vos réponses. Quand vous donnez à la veuve 1 quart, il faut m'expliquer qu'en quoi il a le 1 quart brièvement, hein, brièvement, n'écrivez pas trop, en présence des héritiers, ou bien en absence des héritières, ou bien en absence des descendants. La mère, quand vous venez de voir, il y a les frères germains, donc la part, il est affecté, il ne prend pas le 1 tiers, il prend le 1 sixième. Bon, la base de répartition, c'est 12, 3 sur 12 et 2 sur 12. Ça fait déjà 5 sur 12 en détail, prélevé rien que pour les héritières avant. Qu'est-ce qu'elle reste? Il reste 7. 7 sur 12. Si on procède au partage, on va faire une hypothèse. Si on procède au partage, bon, 7 sur 12, ils vont le partager le frère germain ou le grand-père, c'est-à-dire 7. 7 sur 12, ça veut dire 7 n'est pas divisé par 3, parce qu'il y a 3 héritiers, donc c'est 21. Multiplié par 3, ça fait 36. Donc 7 sur 36 pour chaque, soit des entre guillemets, pour chaque homme. C'est-à-dire le grand-père, il prend 7 sur 36, et les deux frères germains, ils prennent 7 sur 36. Bon, déjà le partage, il est mieux que le 1 sixième. Si on met le 1 sixième, 1 sixième multiplié par 6, 6 fois 6, 36, ça fait 6 sur 36. Et bien, 6 sur 36, elle est moins de 7 sur 36. Donc, à écarter l'hypothèse du grand-père qui va toucher le 1 sixième. Ok? Donc, il reste quoi? Il reste le 1 tiers du reliquat. On a 3, ça fait 7 sur 12, 7 sur 12 qui reste. 7 sur 12 multiplié par le 1 tiers est égal à 7 sur 36. Donc, comme vous pouvez le voir, le constater, dans le partage, il va toucher le 7 sur 36. Dans le cas où il va prendre le 1 tiers, hein, il va prendre le 1 tiers de la masse successorale, donc c'est la même chose. Ce que je viens à dire, il faut mieux essayer de raisonner, essayer de comprendre, c'est lorsqu'il se retrouve avec deux frères germains, ou leur équivalent en sœurs, vaut bien qu'ils se partagent, que le partage il est mieux pour lui, ou le 1 tiers du reliquat. Le 1 tiers du reliquat. Mais parfois, vaut mieux qu'ils prennent, si vous voulez, vaut mieux qu'ils prennent le 1 tiers du reliquat. On va donner un exemple. Dans ce cas-là, que ce soit le partage ou le 1 tiers du reliquat, c'est la même chose. Mais parfois, on tombe sur des cas où le grand-père vaut mieux qu'il prenne le 1 tiers des reliquats. Je vais effacer ça. Suppose qu'il y a, au lieu de la veuve, on va mettre le veuve, la mère, 3 frères germains et un grand-père. Bon, le veuve, il va prendre la moitié, étant donné qu'il n'y a pas de descendant ou descendante. La mère, ses droits, va se contenter du 1 sixième parce qu'il y a les 3 frères germains. Donc la base de répartition, c'est 6, 3 sur 6, 1 sur 6. 3 frères germains, donc ils vont toucher. Quelle est la part la plus avantageuse pour le père ici? Donc on a déjà 4 sur 6e qui ont été prélevés. Donc 4 sur 6e. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 sixièmes. Si on met le 1 tiers du reliquat, ça veut dire qu'on va toucher 2 sur 18. Ça veut dire 1 sur 9. S'il prend le 1 sixième, il est mieux que le 1 sur 9. Donc il ne va pas procéder au partage, parce que ça saute aux yeux, comme quoi il y a en présence des 3 frères germains. Donc la part la plus avantageuse pour le grand-père, c'est le 1 sixième. 3, 4, 5, il reste 1 sixième que les 3 frères germains vont se partager.
Je explique. Il y a un veuve, une mère, trois frères germains et un grand-père. Le veuve, il prend la moitié en absence de descendants. La mère, il prend le 1/6. Donc 3 plus 4, ça fait 10. 4 sur 6 qui ont été presque prélevés. Donc il reste 2 sur 6. S'il prend le 1/3 du reliquat, il va prendre le 1/3 du reste. Le reste, c'est 2/6. 1 sur 2, c'est 3 sur 6, 18, c'est égal à 1 sur 9. Donc 1 sur 9, il est bien inférieur à 1/6. Donc le 1/6, il ne va pas procéder au partage comme revenons au principe général lorsque le grand-père se retrouve avec 2 ou plusieurs, lorsqu'il se retrouve plutôt avec plusieurs, plus que 2 frères ou leur équivalent en sœurs, je pense que la part la plus avantageuse pour lui, c'est de prendre le 1/6. D'accord? Donc, voilà l'exemple où le 1/6 il est plus avantageux pour le grand-père. Supposons par exemple un exemple où, je vais effacer ça, comme vous le constatez, j'explique, si vous voulez, je ne prends pas beaucoup de temps parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, et on n'a pas beaucoup de temps, mais vous pouvez toujours regarder et regarder encore une autre fois, plusieurs fois la vidéo. Je pense que c'est un avantage malgré tout, l'épidémie. On a pu sortir avec des points, si vous voulez, bénéfiques. On a eu ces enregistrements que jamais on n'a pensé de les faire. Donc je vais vous donner un exemple où il y a, par exemple, une veuve, un grand-père et 3 frères germains. On venait de voir l'exemple où le partage est plus bénéfique pour le grand-père. Comme on venait de voir l'exemple où le 1/6 est bénéfique pour le grand-père. Maintenant, on va essayer de voir quelle est la part la plus avantageuse pour le grand-père. Donc là, veuve il prend le 1/4. Le grand-père, il a le choix entre, comme on venait d'expliquer, entre le partage, le 1/6 ou le 1/3 du reliquat. Le partage, on va éliminer dès le départ le partage parce qu'il est trop frères germains. Le principe général, c'est que lorsqu'il y a 2 ou plusieurs frères germains, le partage est éliminé. Lorsqu'il y a plus que 2 frères germains, attention, lorsqu'il y a plus que 2 frères germains, ou leur équivalent sœur. Donc on va essayer de procéder à l'éventualité ou bien à l'hypothèse de 1/3. 1/3 du reliquat. Le reliquat, c'est quoi? C'est 3 sur 4. Donc c'est 3 sur 12. 3 sur divisé par 3. C'est 1 sur 4. Donc s'il prend le reliquat, il va prendre 1 sur 4. 1 sur 4. S'il prend le reliquat. Si le partage a éliminé, donc 1 sur 4, il est bien supérieur à 1/6. Donc la part la plus avantageuse pour le grand-père, c'est de prendre le 1/3 du reliquat. Le reliquat, c'est quoi? C'est le 1/3 qui multiplie par 3 sur 4, c'est 3 sur 12, c'est 1 sur 4. Donc dans cet exemple, le 1/3 du reliquat est la part la plus avantageuse pour le grand-père. Donc, comme vous venez de voir les parts les plus avantageuses pour le grand-père, il y a soit le partage, soit le 1/3 du reliquat, soit le 1/3 du reliquat, soit le 1/6. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Je m'arrête là et à la prochaine.